Bonjour à tous et à toutes, c'est Trotic. Bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter la nouvelle saison, la saison 4, qui va se jouer sur l'héritage de Dunwich. Alors, au sommaire, on va commencer par une petite présentation des chasseurs, chasseuses du mythe pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Les autres, vous pouvez passer directement à la section suivante. Ensuite, je vais vous parler du fonctionnement de la saison 4 sur l'héritage de Dunwich et préciser un peu les différentes catégories, donner quelques explications. Ensuite, on regardera ensemble le barème pour cette saison, un barème qui sera lié aux traits des investigateurs et des investigatrices, mais je vous en parle plus longuement plus tard. On regardera le barème par scénario. Petite spécificité de cette saison, le barème par scénario sera donné au fur et à mesure de la compétition. C'est-à-dire que on devrait jouer les scénarios deux par deux, donc toutes les 4 semaines, on lancera deux scénarios. Vous pourrez les jouer soit une fois toutes les 15 jours comme on faisait avant, soit les deux d'affilée comme vous préférez. Et vous n'aurez le barème pour ces scénarios qu'au début de ces 4 semaines à chaque fois. Voilà. Donc ce sera plus compliqué d'établir une stratégie sur l'ensemble de la saison, mais ça devrait vous réserver aussi plus de surprises. Et enfin, on parlera d'un élément qui s'appelle l'héritage de votre trait, que j'ai appelé comme ça. On verra ça plus tard, c'est des petites capacités optionnelles en fonction de votre trait. Voilà. Et enfin, juste pour vous informer, à la fin du document, on n'en parlera pas, il n'y a pas besoin, mais à la fin du document, je vais commencer à introduire une FAQ, ce qui permettra voilà, de pouvoir vous répondre à quelques-unes de vos questions qui reviennent régulièrement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes, à la regarder, et petit à petit, au fur et à mesure de vos questions, je la remplirai, je la compléterai pendant la compétition. Voilà. Pour la petite présentation des chasseurs-chasseuses du mythe, qu'est-ce que c'est les chasseurs-chasseuses du mythe? C'est quoi ce culte? Alors, c'est une compétition amicale entre joueurs de notre jeu préféré, Aurora Arkham JCE. C'est ouvert à toutes et à tous, même si vous avez peu d'expérience. Évidemment, si vous avez beaucoup d'expérience, ça vous est ouvert aussi. Si vous avez peu d'expérience, évidemment, vous risquez de gagner moins de points et d'être moins performant que ceux et celles qui ont plus d'expérience, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. C'est aussi ouvert si vous jouez seul ou si vous jouez en équipe. Il y a plusieurs catégories, donc vous aurez le choix. Comment ça se déroule? Au départ, il suffit pour vous de vous inscrire. Il y aura un formulaire d'inscription dans lequel vous pourrez choisir votre investigateur, indiquer votre investigateur, votre investigatrice que vous avez choisi, et vous choisirez surtout une catégorie dans laquelle vous voulez participer. Ensuite, vous créerez votre deck comme d'habitude et vous pourrez composer votre deck avec toutes les cartes que vous désirez tant que vous êtes dans les restrictions de votre personnage, dans les restrictions de deck de votre personnage, et tant que vous êtes dans des cartes officielles du jeu. Elles peuvent aller de la boîte de base jusqu'au festin de Hemlock, mais il faut que ce soit des cartes officielles, pas de cartes fan-made. Voilà, c'est la seule petite contrainte, interdiction. Et ensuite, pendant la compétition, à chaque scénario, vous remplirez un formulaire formulaire de résultats qui reprendra le barème de chaque scénario que vous verrez ensuite. Et suite à voilà, vous aurez quelques questions dans le formulaire et en y répondant, ça me permettra d'établir votre score. Comme ça, vous n'avez pas à calculer votre score, c'est moi qui le fais, ou plutôt, c'est mon ordinateur qui le fera. Et vous pourrez tout simplement répondre à des questions basiques sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la partie, combien de points de victoire vous avez obtenu, est-ce que la mission que vous deviez faire a été accomplie, etc. etc. Pour
savoir où se passe cette compétition, il y a deux possibilités. Là, ça peut se passer majoritairement sur le Discord Aurora Arkham francophone. Donc, dans ce Discord, il y a un salon Les Chasseurs-Chasseuses du Mythe. Ce salon n'est accessible que si vous prenez le rôle membre de la ligue. Donc, vous allez sur ce Discord, vous prenez le rôle membre de la ligue dans le salon à lire et vous aurez accès au salon Chasseurs-Chasseuses du Mythe. Dans le salon Chasseurs-Chasseuses du Mythe, vous retrouverez toutes les informations nécessaires, les formulaires d'inscription, les formulaires de résultats, et surtout, vous pourrez discuter avec les autres joueurs, les autres joueuses de la compétition, partager vos expériences, éventuellement poser des questions, etc. Mais petite nouveauté de cette saison, puisque nous sommes à la saison 4, la saison 1 était sur Carcosa, la saison 2 sur la civilisation oubliée, la saison 3 sur le cercle brisé. Là, on revient en arrière avec Dunwich. Et on revient avec une petite nouveauté, c'est-à-dire ce sont ces vidéos que je suis en train de faire. Il y aura des vidéos à chaque nouveau mois. Chaque fois qu'on lancera des nouveaux scénarios, je ferai une petite vidéo d'explication des barèmes. Et tout se passe ici sur la chaîne des chasseurs, chasseuses du mythe. Dans les descriptions des vidéos, vous trouverez tous les liens, comme sur le Discord, à savoir formulaire d'inscription, formulaire de résultats, ainsi que l'état de la compétition, voilà, avec le classement que j'actualiserai régulièrement. Et vous pourrez aussi, dans les commentaires, me poser des questions si vous en avez, j'essaierai d'y répondre. Voilà pour ce qui est de la présentation globale des chasseurs-chasseuses du mythe. On va pouvoir passer au fonctionnement de la saison 4. Alors, le fonctionnement de la saison 4, comment ça va se passer? Ça se passe donc sur l'héritage de Dunwich. On commence par les scénarios 1A, activité extrascolaire, et 1B, la banque gagne toujours, à partir du 18 mars. Voilà. On va jouer donc les scénarios, comme je vous le disais, par deux. Donc, vous aurez 4 semaines à chaque fois pour jouer ces scénarios. Et vous avez, comme on commence le 18 mars, jusqu'au 17 mars à minuit pour vous inscrire. Voilà. Pour cette saison, il y aura 8 catégories. Les catégories dont vous commencez à avoir l'habitude, pour ceux et celles qui ont déjà participé, à savoir le solo standard, le solo difficile, le multijoueur standard, le multijoueur difficile. Bon, c'est assez simple à comprendre. C'est soit vous jouez en solo, soit en multijoueur, et la difficulté, c'est soit le standard, soit le difficile. Vous pouvez décider de jouer avec une difficulté supérieure à la catégorie dans laquelle vous êtes inscrit ou inscrite. Ça ne changera en rien votre score, vous n'aurez pas d'avantage pour le faire, mais c'est pour votre propre challenge, vous pouvez le faire, vous pouvez jouer en multijoueur expert dans la catégorie multijoueur difficile si vous le désirez, aucun problème. Ensuite, il y a 4 catégories un peu plus particulières que je vais devoir expliquer ensuite. La catégorie aléatoire solo, la catégorie la Kokori Cup, la petite catégorie spéciale de cette saison, puis chasseurs, chasseuses en série et chasseurs, chasseuses en série multijoueurs. Voilà, ça, je vais vous expliquer tout ça, on va y venir très vite. Si parmi ces 8 catégories que j'ai énumérées, il y en a une dans laquelle vous auriez aimé participer, mais qui n'existe pas, qui n'est pas dans ces 8-là, n'hésitez pas à le préciser dans le formulaire d'inscription. Voilà, si jamais vous auriez aimé qu'il y ait une catégorie solo facile ou multijoueur expert par exemple, n'hésitez pas à le préciser. Si vous êtes plusieurs à avoir cette envie, je créerai cette catégorie à partir de 5 personnes qui me disent j'aurais préféré, plutôt que de m'inscrire, je me suis inscrit en solo standard, mais j'aurais préféré que ce soit solo facile. Voilà, par exemple. Vous pouvez vous inscrire dans autant de catégories que vous le désirez. En revanche, je vous encourage à vous assurer que vous pourrez jouer tous vos scénarios dans le temps imparti. Voilà. Surtout si vous jouez en équipe, c'est pas toujours évident de se retrouver. Voilà, si vous avez un mois pour jouer les 2 scénarios, si vous pensez pouvoir le faire en vous inscrivant dans 8 catégories différentes, n'hésitez pas, amusez-vous, aucun problème. En revanche, si votre temps est limité, je vous conseille plutôt 1 ou 2 catégories maximum. Pour ce qui est
Des faiblesses de base pour cette saison, donc vous commencez aussi à avoir l'habitude là. L'idée, c'est vous pouvez soit choisir une faiblesse de base de la campagne en cours, donc de l'héritage de Dunwich, à savoir chronophobie, endetté ou lésion interne, ou alors, donc si vous prenez une de celles-ci, vous la choisissez, ou alors vous pouvez prendre au hasard une faiblesse de base de la boîte de base. Voilà. Vous ne prenez pas de faiblesse de base aléatoire dans l'ensemble de votre collection. C'est soit choisi parmi celles de Dunwich, soit aléatoire parmi celles de la boîte de base. En revanche, pas de mulligan. Si vous n'êtes pas content ou pas contente de votre faiblesse, tant pis pour vous. Vous devrez la subir jusqu'à la fin de la campagne. On va ensuite passer à l'explication des catégories un peu particulières. Donc, on va commencer par la catégorie aléatoire solo. C'est une catégorie qui se jouera en standard, en solo standard. En revanche, pareil, vous pouvez choisir de jouer en difficile ou en expert, mais pas en facile. Vous ne gagnerez aucun avantage à augmenter la difficulté, mais ça vous fait plus de challenge. Lors de votre inscription, si vous choisissez la catégorie aléatoire solo, lorsque moi je reçois votre formulaire d'inscription, je vais tirer au sort pour vous un investigateur ou une investigatrice. Si il ou elle vous plaît, si vous êtes d'accord avec l'idée de faire la campagne avec, vous pouvez donc le garder et commencer à construire votre deck. Sinon, vous avez le droit à un mulligan, je peux tirer, vous me prévenez, soit ici dans les commentaires, soit sur le Discord, et je peux vous faire un mulligan et tirer pour vous un autre investigateur ou une autre investigatrice. En revanche, ce deuxième ou cette deuxième investigateur-investigatrice, vous serez obligé de le ou de la prendre. Voilà. Ensuite, vous pourrez faire votre deck. Donc, comment on fait le deck en aléatoire solo? C'est un peu particulier. Il s'agit de faire une draft. Donc, vous draftez les cartes de votre deck parmi 5 cartes. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des cartes accessibles pour l'investigateur ou l'investigatrice qui vous sera attitré, et vous en tirez 5. Et parmi ces 5, de niveau 0 évidemment à la création du deck, 5 de niveau 0, parmi ces 5, vous en choisissez une. Ensuite, vous remélangez, vous en retirez 5 et vous en choisissez une. Et ainsi de suite jusqu'à avoir, pour la plupart des investigateurs et investigatrices, 30 cartes dans votre deck, sinon plus, si c'est ce qui est écrit dans les restrictions de deck. Voilà. Quand vous avez l'ensemble de votre deck, vous pourrez donc commencer la campagne avec ce deck, et ce sera la même chose quand vous devrez dépenser votre XP. Voilà. Vous prenez 5 cartes au hasard avec de l'XP. Alors des fois on vous proposera, si vous avez que 3 XP, on vous proposera des cartes avec 3 XP directement, ou 3 cartes avec 1 XP parmi les 5, etc. Ça, ce sera à vous de voir si vous voulez tout dépenser d'un coup ou pas. Mais pareil, 5 cartes et vous en prenez. C'est un peu fastidieux à faire si vous le faites chez vous avec des cartes, mais pourquoi pas. Sinon, il y a deux possibilités. Vous pouvez le faire sur l'application Arkham Cards. Oui, Arkham Cards. Il vous suffit à la création de votre deck de cliquer sur l'option Préparer, et il vous proposera, vous sélectionnez drafter parmi 5 cartes. Il vous proposera lui-même des cartes, l'application vous proposera elle-même des cartes parmi lesquelles vous pourrez choisir. L'autre solution, ça c'est uniquement pour le deck de niveau 0. L'application Arkham Card ne permet pas de le faire pour les cartes XP. L'autre option, c'est le site Arkham Draft. Voilà, je vous ai mis le lien ici. Il sera de nouveau dans la description de la vidéo. Sur Arkham Draft, c'est pareil, vous sélectionnez votre investigateur, votre investigatrice, vous sélectionnez le nombre de cartes parmi lesquelles vous voulez drafter, donc 5, etc. Il vous proposera 5 cartes, puis 5 cartes, puis 5 cartes, à chaque fois vous en choisirez une. En revanche, sur Arkham Draft, vous pourrez faire aussi les cartes XP. Voilà, il vous propose de faire les cartes XP. Alors juste attention à bien vérifier que le festin de Hemlock, si vous jouez avec l'ensemble de la collection, que le festin de Hemlock est bien intégré à Arkham Draft. Normalement, ils sont assez réactifs, il n'y a pas trop de raisons, mais on ne sait jamais. Voilà, vérifiez bien ça. Durant la campagne, toute carte de niveau 0 qui sera ajoutée dans le deck
et qui viendra remplacer par exemple une carte que vous auriez bannie, ou une autre carte du deck si vous avez adaptable qui permet de remplacer les cartes, etc. Ou si vous prenez un versatile, même si pour le versatile il y a une petite exception. Toutes ces cartes de niveau 0 seront systématiquement draftées. Voilà. Donc, ce sera toujours le même principe. 5 cartes, vous en choisissez une, même si c'est une carte de niveau 0. La seule petite exception, c'est pour versatile. Si vous prenez un versatile, vous devez drafter les 4 cartes aléatoires, mais vous pouvez choisir la carte pour laquelle vous avez pris le versatile. La carte hors classe pour laquelle vous avez pris le versatile, vous pouvez la choisir. Voilà, les autres seront draftés aléatoirement. Ensuite, nous pouvons passer à la catégorie suivante, la Kokori Cup. La Kokori Cup, c'est la compétition spéciale de cette saison. Après la Carson Cup, après la Henry One Cup, voici la Kokori Cup. C'est une catégorie dans laquelle vous allez pouvoir démontrer l'immense puissance du Kokori, de cette carte que personne ne joue, de cette carte qui est réputée comme la plus mauvaise du jeu, ou en tout cas l'arme la plus mauvaise du jeu. Eh bien, grâce à vous, vous allez essayer de lui redorer le blason du Kokori. Ce sera une catégorie qui se jouera en solo et en difficulté standard minimum. Voilà. Pareil, vous pouvez augmenter la difficulté, mais vous n'en tirerez aucun avantage. Mais par contre, vous ne jouerez pas en facile. Au début de chaque scénario, lorsque la partie débute, vous allez chercher un exemplaire de Kokori dans votre collection et vous le mettez en jeu sans payer son coût. Yeah! C'est le seul avantage que vous aurez. Comme c'est dans votre collection, n'intégrez pas le Kokori à votre deck, c'est pas nécessaire. De toute façon, vous irez le chercher dans votre collection en début de partie. À partir du moment où le Kokori est en place, ce sera le seul soutien objet, allié, sort ou traité que vous pourrez mettre en jeu ou jouer pendant la campagne, pendant chaque scénario. Voilà. Il y a plusieurs petites exceptions. Les cartes signatures de votre investigateur, de votre investigatrice, vous avez le droit de les jouer quand même, si c'est des soutiens. Un soutien faiblesse qui pourrait venir, je ne sais pas s'il y en a des soutiens faiblesse objets alliés. Alliés doit y en avoir chez certains investigateurs, certaines investigatrices. En tout cas, si c'est un soutien faiblesse, évidemment, vous avez la possibilité de le mettre en jeu. Et si c'est un soutien d'histoire spécifique au scénario, obligatoire pour l'avancée des scénarios, comme par exemple Jazz Mulligan dans le scénario 1A, activité extrascolaire, sans lequel vous ne pouvez pas avancer, faire avancer l'histoire. Donc, ces scénarios, ces cartes d'histoire, ces soutiens d'histoire, et évidemment vous pouvez les mettre en jeu. En revanche, s'il vous est proposé, et normalement dans la campagne, il vous sera proposé à certains moments d'intégrer des cartes alliées notamment et objets à votre deck, vous ne pouvez pas les mettre en jeu pendant la partie. Voilà. Donc vous pouvez les intégrer à votre deck, vous pouvez vous en servir pour leurs icônes, mais vous ne pourrez pas les intégrer à les jouer ou les mettre en jeu pendant la partie. Éventuellement, petite exception, vous pourrez les jouer si c'est pendant la mise en place, ou les mettre en jeu si c'est pendant la mise en place. Je pense notamment à une carte dans le scénario 5 qui vous permettra de la poudre d'Imgazi, qui vous permettra d'aller, qui aura un effet sur le jeu. Celui-ci, comme c'est pendant la mise en place et pas pendant le jeu, vous pourrez le mettre en place. Voilà, vous pourrez le jouer, vous aurez ce soutien-là. Voilà, ces soutiens d'histoire un peu indispensables, un peu nécessaires. Il n'y a aucun souci. Si vous avez un doute, demandez-moi. En revanche, aucun objet, aucun allié, aucun sort ou traité autre que ces exceptions. Par contre, ça ne vous empêche pas de jouer les autres soutiens qui existent, à savoir notamment les talents, votre état, les cartes état, les cartes relations, les cartes pacte ou les cartes rituelles. Voilà. L'idée, c'est que vous allez démontrer la puissance du Kokori, mais vous pouvez pour ça utiliser vos talents, vos états, les pactes, faire des pactes et faire des rituels, etc. Voilà. Donc s'il y a des cartes qui n'ont pas les traits objets, alliés, sorts ou traités, vous avez le droit de les jouer
ou de les mettre en jeu. Durant les parties, vous ne pourrez pas infliger de dégâts aux ennemis autrement qu'en utilisant la capacité du Kukuri. Il n'y a pas d'exception, vous ne pouvez pas déplacer de dégâts sur un ennemi non plus. Vous ne pouvez pas trouver une faille à laquelle je n'aurais pas pensé. Respectez ça. Tous les dégâts viennent de la capacité du Kukuri. Cela inclut notamment des cartes comme Enchanter une arme ou Coup vicieux. Si vous voulez jouer, si vous jouez Enchanter une arme, ça vous donnera un boost en ajoutant votre volonté à votre force, mais vous n'aurez pas de dégâts supplémentaires grâce à Enchanter une arme, ni de dégâts supplémentaires grâce au Coup vicieux. Voilà, ou même avec l'effet de l'Elder Sign chez Zoé Samaras par exemple, etc. Aucun dégât ne peut être infligé autrement qu'avec le Kukuri. La petite spécificité de cette catégorie pour inscrire des points, en plus du barème général, la petite spécificité c'est que à chaque fois que vous vaincrez un ennemi non élite grâce au Kukuri, vous allez le mettre de côté plutôt que de le mettre dans la pile de défausse. Et il va rentrer dans ce qu'on va appeler la pile de victimes. Donc vous le mettez de côté hors jeu dans votre pile de victimes. Pour le reste de la campagne, cet ennemi, la copie, enfin cette carte, physiquement cette carte, ne peut plus être intégrée au deck de rencontre. Vous l'avez vaincu, il est mort, il est tué, il ne reviendra plus. Si c'est évidemment un ennemi non unique, ce n'est valable que pour la carte que vous avez tuée. Ce n'est pas valable pour les autres versions de cette carte. Mais si vous tuez toutes les versions de cette carte, alors cet ennemi n'apparaîtra plus du tout, plus jamais. Ça ne marche pas pour les ennemis élites, évidemment, mais pour les non-élites, ça fonctionne. Ah oui, seule petite exception, dans le scénario 5, je crois, toujours, ou 6, vous devrez tuer des ennemis, des rejetons de Yogg-Sothoth, vous devrez les tuer avec la formule ésotérique. Vous aurez le droit d'utiliser la formule ésotérique, puisque sinon, ce scénario vous interdit de faire des dégâts autrement qu'avec la formule ésotérique. Donc, c'est le seul scénario sur lequel vous pouvez infliger des dégâts autrement qu'avec le Kukuri sur les ennemis abominations. Voilà. Revenons à la pile de victimes. La pile de victimes, elle va augmenter de scénario en scénario. Surtout, ne défaussez pas cette pile de victimes entre les scénarios. Gardez bien ou notez bien tout ce qu'il y a dedans, etc. Puisque, comme je vous disais, au scénario suivant, si jamais le même set de rencontres doit être intégré dans le scénario, vous n'intégrez pas ces ennemis qui sont définitivement morts. À la fin de la campagne, quand il s'agira de faire le décompte des points, vous prenez votre pile de victimes et vous gagnerez un demi-point supplémentaire au classement par point de vie dans la pile de victimes. Donc, il vaudra mieux tuer des ennemis à 4 PV, à 6 PV éventuellement, qu'à 1 PV. Cela dit, plein de petits ennemis à 1 PV, ça vous fera plein de petits demi-points. Mais en tout cas, ce qui comptera, ce qui pourra faire la différence pour vous, au-delà du barème général, ce sera d'avoir accumulé beaucoup d'ennemis dans votre pile de victimes. Voilà, j'espère que la Kukuri Cup vous intéresse et que j'ai été clair dans ces explications. N'hésitez pas, évidemment, à me poser des questions sur le Discord ou ici si jamais vous avez des questions, je préciserai. Et si jamais j'ai fait évidemment des oublis, s'il y a une faille à laquelle je n'aurais pas pensé, parlez-en moi aussi. Je préfère que tout soit clair avant le début de la compétition. On va passer à la dernière catégorie spéciale, les deux dernières qui se ressemblent, chasseur-chasseuse en série, chasseur-chasseuse en série, multijoueur. Voilà. Ces deux catégories, chasseur-chasseuse en série et chasseur-chasseuse en série multijoueur, sont des modes de la compétition qui se jouent sur plusieurs saisons des chasseurs-chasseuses du mythe. Voilà. C'est des catégories qui peuvent être choisies soit parce que vous avez déjà participé aux saisons précédentes et que vous voulez continuer avec l'investigateur ou l'investigatrice avec laquelle vous avez terminé la saison précédente, soit parce que
vous pensez jouer sur plusieurs saisons des chasseurs-chasseuses du mythe et vous vous dites c'est le moment de m'inscrire dans une de ces deux catégories. Voilà, ce qui compte, c'est que vous jouiez dans l'idée d'une continuité sur l'ensemble des saisons des chasseurs-chasseuses du mythe. Ces deux catégories se jouent en difficulté standard. Vous pouvez, encore une fois, augmenter la difficulté, mais vous n'aurez aucun avantage. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez un investigateur et une investigatrice qui a survécu à la saison précédente si vous avez joué, donc la saison sur le cercle brisé, la campagne le cercle brisé. Si votre investigateur ou votre investigatrice a survécu, vous pouvez vous inscrire et dans ce cas-là, vous gardez tous vos XP, toutes vos cartes XP, vous reprenez le même deck, toutes vos cartes XP, tous vos soutiens d'histoire, même ceux qui ne serviront plus à rien éventuellement, et toutes vos faiblesses. Voilà, et donc vous gardez l'ensemble de votre deck ainsi que l'ensemble de vos traumas physiques et traumas mentaux. Vous commencez donc la campagne L'héritage de Dunwich avec un réel avantage, à savoir un deck avec beaucoup d'XP dès le départ. En revanche, beaucoup de traumas, beaucoup de faiblesses dans le deck, donc ça risque de tourner au vinaigre assez rapidement dans la campagne. Ou alors, si vous avez bien géré la campagne précédente, peut-être que vous avez très peu de traumas, alors là vous pourrez peut-être même faire 2, 3, pourquoi pas 4 saisons avec les mêmes investigateurs, les mêmes investigatrices, pourquoi pas. Donc, ça c'est pour si vous avez participé à la campagne précédente et que votre investigateur, votre investigatrice a survécu. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans une de ces deux catégories, ou que votre investigateur ou investigatrice n'a pas survécu, est mort ou morte lors de la conclusion, a été tué ou est devenu dément ou démente lors de la conclusion de la dernière campagne. Alors vous démarrez l'héritage de Dunwich avec un deck de niveau 0, comme tout le monde. Dans ce cas-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, vous inscrire donc en chasseur-chasseuse en série et aussi, dans une autre catégorie, puisque vous serez à égalité avec les autres joueurs et joueuses de cette autre catégorie, par exemple le solo standard, puisque eux aussi, elles aussi commenceront avec un deck de niveau 0. Voilà. Ça vous permettra de jouer voilà, de possiblement bien classé dans deux catégories ou mal classé dans une catégorie très bien dans l'autre, etc., etc. Voilà. Mais donc vous pouvez faire la compétition dans deux catégories en même temps, tant que l'une des deux est chasseur-chasseuse en série ou chasseur-chasseuse en série multijoueur, et que vous démarrez l'héritage de Dunwich avec un deck de niveau 0. Le classement sera un tout petit peu différent pour ces deux catégories puisqu'il ne s'agira pas, vous ne serez pas classé en fonction seulement du barème de points que j'expliquerai plus tard, mais vous serez classé en fonction de la moyenne de vos points sur l'ensemble des saisons. Donc si vous démarrez, évidemment au début la moyenne de vos points sur l'ensemble des saisons sera assez basse, mais vous remonterez très vite sur cette saison-là, sur la saison sur l'héritage de Dunwich, vous remonterez très vite, voire vous pourrez même dépasser ceux et celles qui ont plusieurs saisons dans les pattes et qui du coup ont eu des scores un peu inégaux sur l'ensemble des saisons. Voilà, ça permet que vous puissiez rejoindre ces catégories alors qu'elles existent déjà depuis une saison, vous les rejoignez et puis voilà, d'autres pourront rejoindre en cours les saisons prochaines. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur cette catégorie? Évidemment, si votre investigateur, votre investigatrice est décédé, est tué, pardon, devient dément ou démente lors de la campagne, lors d'une des campagnes, alors vous ne pourrez plus l'utiliser pour le reste des saisons des chasseurs-chasseuses du mythe. Bon, ça devrait pas être trop problématique vu le nombre, le choix qu'il y a d'investigateurs, d'investigatrices dans le jeu aujourd'hui, donc voilà, vous ne pourrez plus l'utiliser. Et vous perdez 3 points, mais ça on verra le barème général, vous perdez 3 points à chaque fois que un investigateur ou une investigatrice meurt. Voilà. Faites donc attention, si vous participez et que vous avez participé à la saison précédente, vous démarrez avec un vrai avantage, un deck XP très élevé, mais vous pourrez vous retrouver en milieu de campagne, au scénario 4 par exemple, avec un deck 0 XP puisque votre investigateur, votre investigatrice a été tué ou est devenu démente. Donc faites attention, c'est plutôt excitant de jouer dans ces catégories, mais ça peut être dangereux. Voilà.
il est temps de passer au barème pour cette saison 4. Alors, sur quoi va jouer le barème de cette nouvelle saison? Comme vous voulez un peu énoncer dans le sommaire, ça va jouer sur les traits des investigateurs et des investigatrices que vous allez choisir. L'idée, c'est que chaque trait apportera une expérience différente de la campagne. Puisqu'en fonction de ce trait, vous aurez des missions proposées un peu différentes ou des contraintes éventuelles un peu différentes lors des scénarios. Je vais vous demander de choisir, si jamais votre investigatrice, votre investigateur a plusieurs traits, je vous demanderai d'en choisir un en début de campagne, vous me l'indiquerez dans le formulaire d'inscription, qui sera son trait principal. J'y référerai ensuite dans les barèmes, etc., comme trait principal pour l'ensemble de la campagne. Ensuite, je remets la petite règle, j'indique que si votre investigateur, votre investigatrice est tué ou devient dément ou démente au cours de la campagne ou même dans la conclusion du dernier scénario, à la fin de la campagne, alors l'équipe perd 3 points au classement. Évidemment, cela ne compte pas si vous êtes uniquement vaincu lors d'un scénario, il faut vraiment que vous soyez tué ou que vous deveniez dément ou démente. Donc, comment ça va fonctionner? Les traits commencent à avoir un impact sur le barème. Il y a deux éléments qui vont avoir un impact en fonction du trait que vous aurez choisi. Évidemment, certains investigateurs, certaines investigatrices n'ont qu'un seul trait, donc vous ne les choisirez pas de trait, mais vous choisirez l'investigateur ou l'investigatrice. Pour chaque trait, vous aurez la possibilité, à chaque scénario, de vous engager dans la mission qui vous est proposée. Alors si vous jouez en solo, vous serez obligé de vous engager dans la mission qui est proposée, sinon vous risquez de marquer très peu de points au classement. En multijoueur, on y viendra, j'expliquerai tout ça, mais vous aurez le choix de vous engager ou non. Il faudra au moins que un des investigateurs, une des investigatrices s'engage dans une mission, c'est le minimum à chaque scénario. S'engager dans une mission rapporte un point au classement. Donc voilà, juste le fait de s'engager dans le scénario, de s'engager dans la mission, vous rapportera un point au classement. Ça, c'est gratuit. Ensuite, votre trait vous permettra aussi de déclencher ce que j'appelle l'héritage de votre trait. On y viendra à la fin de la vidéo. C'est une capacité facultative que vous pourrez déclencher souvent en début de scénario. Voilà. Donc c'est ces deux éléments-là uniquement que votre trait définira les missions proposées à chaque scénario et cette capacité facultative. Je vous conseille, si vous préférez jouer sans trop vous prendre la tête, si vous trouvez des fois que l'ensemble du barème que je fais est trop complexe, ce que j'entends complètement, puisque j'adore jouer avec des règles un peu complexes, mais je sais que c'est pas la came de tout le monde. Donc ce que je vous conseille, si vous voulez jouer simple, si vous voulez pas vous prendre la tête, ou si vous avez jamais joué la campagne, si vous êtes assez novice dans le jeu, je vous conseille de choisir votre investigateur, votre investigatrice maintenant. Et ensuite, de n'aller voir le barème dans le barème que ce qui se réfère au trait de votre investigateur, votre investigatrice, et vous verrez, c'est très simple. Vous prenez le trait, vous regardez ce qui correspond à son trait, et c'est tout. Parce que si vous commencez à lire l'ensemble, peut-être que vous serez perdu entre les différents traits, etc. Donc simplifiez-vous la vie si vous préférez, simplifiez-vous la vie, choisissez votre investigateur, votre investigatrice maintenant, et ensuite regardez le reste de la vidéo, ou ensuite regardez le barème, etc. Voilà. On va donc passer à quelques précisions pour le mode multijoueur. Alors, des petites précisions pour le mode multijoueur. Ce dont il faut le souvenir, c'est que peu importe le nombre de joueurs dans la partie, chaque joueur, chaque joueuse est responsable de s'engager ou non, enfin chaque investigateur, chaque investigatrice est responsable de s'engager ou non dans la mission qui lui est proposée. En sachant que il arrivera régulièrement que si vous avez le même trait ou si vos deux traits différents partagent la même mission pour un scénario spécifique, chacun devra ou chacune devra choisir de s'engager dans la mission proposée ou non.
Ce n'est pas parce que un s'engage dans la mission proposée que l'autre devra s'y engager aussi, ou et l'autre peut refuser la mission, peu importe. Ces missions, évidemment, à chaque fois que vous vous y engagez, comme on a vu précédemment, vous marquez un point au classement pour l'équipe. Ceci étant dit, s'engager dans trop de missions, si vous êtes 3 joueurs, 3 joueuses, ou 4 joueurs, 4 joueuses, et que vous vous engagez dans 3 ou 4 missions différentes, par exemple, ça peut arriver, alors dans ce cas-là, ça peut vite devenir un peu chaotique. Cela dit, c'est pas nécessairement un problème que ce soit chaotique, on est dans Arkham, mais il faut se souvenir que si vous éparpillez trop, vous risquez de réussir très moyennement chaque mission plutôt que de réussir à fond une mission, par exemple, ou deux. Bon, donc c'est un choix qui vous revient. C'est pour ça qu'il y aura ce petit point supplémentaire au classement quand vous vous engagez dans la mission, parce que si vous êtes 3 joueurs ou 3 joueuses, bah évidemment, rien que le fait de s'engager sera plus chaotique, mais rien que le fait de s'engager vous apporte déjà un peu plus de points. Donc même vous avez franchement de grandes chances de réussir un peu moins les missions, mais vous avez ce point au classement qui vous est donné d'office. Voilà. À la fin de chaque partie, les points apportés à l'équipe par la réussite de chacune des missions dans lesquelles vous êtes engagé sont additionnés, puis divisés par le nombre d'investigateurs d'investigatrices qui s'est engagé dans la mission. Pour que, évidemment, c'est pas parce que vous êtes 3 joueurs, 3 joueuses, que vous marquez 3 fois plus de points que ceux ou celles qui sont en solo. Alors évidemment, vous ne serez pas dans la même catégorie, mais que vous marquez une fois et demi le nombre de points d'office que ceux ou celles qui sont à 2 joueurs ou 2 joueuses. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vous l'indique ici, mais c'est moi qui ferai les calculs, ne vous en inquiétez pas, vous répondrez juste dans le formulaire de résultat de chaque scénario à quel point vous avez réussi votre mission. C'est tout, les questions sont très précises. Ne vous prenez pas la tête avec les points, vous les verrez au classement. Pour le fluff, il sera nécessaire que l'investigateur, l'investigatrice principale fasse partie d'une mission proposée, se soit engagé dans une mission proposée. Voilà. Ça n'aura pas beaucoup d'impact, c'est juste pour le fluff. De toute façon, vous êtes obligé, même en équipe, de vous engager au moins dans une mission, comme en solo. Donc, l'investigateur principal, l'investigatrice principale sera cette personne, voilà, qui s'est engagée dans une mission. Vous vous trouvez donc en équipe dans deux cas de figure différents. Le premier cas de figure, c'est tout le monde s'engage dans la mission qui lui est proposée. On va prendre un exemple, mais dans ce cas, je vous le répète, attention à tous, toutes vouloir s'engager dans la mission qui vous est proposée, vous risquez d'avoir un scénario très complexe. Ça peut être très amusant, ça peut être très fun, mais ça pourra potentiellement faire que vous gagnez un peu moins de points au classement. Voilà. Je vous laisserai relire l'exemple à tête reposée, mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Donc, prenons l'exemple du scénario 1A, avec une équipe constituée de William Yorick, Agnès Baker et Preston Fairmont. William a le trait veilleur, Agnès a le trait sorcier, et Preston Fairmont a choisi comme trait principal, il a le trait mondain et le trait crépuscule d'argent, il a choisi comme trait principal le trait crépuscule d'argent. Voilà, en début de campagne. Pour ce scénario, William a pour mission proposée d'empêcher l'expérience d'avancer et d'avancer de lieu en lieu dans l'ennemi, l'expérience d'avancer de lieu en lieu dans l'université. Alors que Agnès et Preston, malgré les traits différents qu'ils ont la même mission proposée, à savoir d'effectuer des rituels pour protéger les lieux et pour repousser les ennemis, les monstres qui envahissent l'université. Donc, Agnès et Preston ont beau avoir la même mission, chacune doit décider de s'engager ou non dedans. Dans notre exemple, Preston et Agnès décident de s'engager dans cette mission proposée. Ce qui veut dire que chacune doit accomplir des rituels, donc réussir un test de volonté à 4 pour pouvoir marquer des points au classement. Voilà, réussir un test de volonté à 4 dans chacun des lieux pour pouvoir marquer le maximum de points. Voilà. Donc c'est une mission similaire, mais chacune est responsable de l'accomplir pour apporter des points à l'équipe. Dans cet exemple, ce que je vous mets, c'est que William a apporté, en fin de partie, a apporté 4 points à l'équipe. Je crois qu'il s'agit, si je me souviens bien,
d'arrêter l'expérience au niveau de la cour de l'université, William apporte 4 points à l'équipe, Agnès 8 points et Preston 6 points. Les points sont additionnés et on arrive du coup à 18 points pour l'ensemble de l'équipe qu'on divise par 3 puisque 3 investigateurs et investigatrices se sont engagés dans la mission. Ce qui fait un total de points pour l'équipe de 6 points. Voilà. C'est 6 points au classement, plus 3 points gagnés d'office parce que chacune s'est engagé dans la mission, plus 3 points parce qu'ils ont réussi à avoir une des bonnes conclusions, à savoir en l'occurrence la conclusion 3 puisqu'ils ont tué l'expérience. Ça faisait partie de la mission de William. Ce qui fait un total de 12 points supplémentaires au classement. Ça, c'est pour l'exemple où tout le monde s'engage dans la mission qui lui est proposée. Évidemment, je rajoute, je n'ai pas mis l'exemple, mais si vous aviez eu 2 personnages qui avaient la même mission que William, par exemple 2 veilleurs, William et mettons Hank Samson, le nouveau, 2 veilleurs, les 2 auraient eu la même mission d'arrêter l'expérience. Évidemment, à ce moment-là, ils marqueront, s'ils s'engagent tous les 2 dans la mission, ils marqueront le même score en fonction de là où l'expérience. Contrairement à Preston et Agnès qui, eux deux, devaient eux deux, chacune, faire des rituels dans les lieux, réussir des rituels dans les lieux. Là, évidemment, arrêter l'expérience, et il n'y a qu'une expérience. Donc, c'est William et Hank Samson, si ça avait été cette équipe-là, n'auraient eu que ça à s'occuper, tout en s'engageant tous les deux. Donc, c'est un petit avantage quand vous avez le même trait. Vous, par moment, vous pourrez profiter que les missions sont plus globales et moins individuelles. Voilà. La plupart du temps, elles seront malgré tout individuelles. On va passer au deuxième cas de figure, si dans l'équipe, seulement une partie des investigateurs et des investigatrices s'engagent dans les missions proposées. Deuxième cas de figure donc, seulement une partie des investigateurs et des investigatrices s'engagent dans les missions qui sont proposées. Voilà, c'est franchement parfois plus judicieux pour assurer des points au classement plutôt que de s'éparpiller et de réussir moyennement toutes les missions. Il est vivement conseillé pour les joueurs, les joueuses qui ne connaissent pas ou peu la campagne de ne choisir qu'une seule mission. Et pour l'équipe, pour l'ensemble de l'équipe. Peu importe le nombre d'investigateurs et d'investigatrices dans la partie. Ça va vraiment vous simplifier la vie. Vous prenez la mission qui vous semble la plus abordable ou la plus fun ou peu importe ce qui vous fait choisir, mais en tout cas, je vous conseille vraiment vivement de faire ça. Donc, dans ce cas-là, reprenons la même configuration que l'exemple précédent pour ce deuxième exemple. Vous avez William avec le trait veilleur, Agnès Baker le trait sorcier et Preston Fairmont qui a choisi comme trait principal Crépuscule d'argent. Pour ce scénario, donc William doit arrêter l'expérience, Agnès et Preston doivent effectuer des rituels, donc réussir des tests de 4 de volonté sur les lieux en question. Là, on se dit que seule Agnès décide de s'engager dans la mission qui lui est proposée. Donc l'équipe gagne 1 point au classement seulement. Les autres ne sont pas engagés dans la mission qui leur sont proposées, donc ne rapportent pas de points pour l'instant à l'équipe. 1 point au classement est donné d'office parce qu'Agnès s'est engagée dans sa mission. Agnès est obligatoirement l'investigatrice principale. Pendant la partie, uniquement Agnès pourra effectuer les tests de volonté à 4 et accomplir la mission. Et évidemment, les autres pourront l'aider, les autres pourront l'épauler, les autres pourront s'occuper du scénario, pourront s'occuper de tuer les ennemis, mais seule Agnès pourra effectuer les tests de 4, même si Preston, la même mission lui était proposée, il l'a refusé, il ne peut pas faire de test de 4, de volonté. À la fin de la partie, en fonction de la réussite de sa mission, Agnès apporte 7 points à l'équipe. Elle a fait des rituels dans 7 lieux différents. Comme elle est la seule à s'être engagée dans une mission, on ne divise pas les points, on n'additionne pas les points, l'équipe rapporte 7 points. Donc au total, c'est 7 points, plus 1 point gagné d'office pour s'être engagé dans la mission, plus 3 points pour avoir obtenu la conclusion, mettons la conclusion 1. C'est 11 points
au classement pour l'équipe au total. Donc vous voyez, il y a un peu moins de points au total, alors Agnès a un peu moins réussi, etc. Vous pouvez marquer moins de points en vous engageant en moins de missions. Vous pourriez aussi marquer plus de points parce que en vous engagez dans trop de missions, ça devient trop difficile. Donc à vous de voir, en fonction des missions, on va aller voir le barème par scénario. Vous verrez si vous estimez qu'avec vos decks, avec vos personnages, les missions sont toutes faisables. Allez-y, amusez-vous. Si vous estimez que ça va être un peu trop compliqué, engagez-vous seulement dans une partie des missions. Voilà, j'espère que ces deux exemples sont assez clairs. Évidemment, dans ce deuxième exemple, même si l'expérience est arrêtée très rapidement dans la cour de l'université, il n'y a pas de point marqué pour ça. Donc, parce que William ne s'est pas engagé dans sa mission. Voilà. Bon, j'espère que tout est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions, toujours ici dans les commentaires ou sur le Discord. Vraiment, vous allez voir, on va passer au barème par scénario. Si vous vous en tenez à choisir votre investigateur, votre investigatrice, puis à regarder ce qui vous concerne, c'est très simple, vous allez voir. Donc, le barème par scénario. On commence par le scénario 1A de la campagne activité extrascolaire. Donc, il y a toujours un barème général et puis les missions proposées. Le barème général pour ce scénario, c'est un bonus de 3 points au classement pour l'équipe, ou pour les joueurs joueuses solo, et évidemment, vous êtes une équipe de 1, si vous obtenez la conclusion 1, 2 ou 3. Voilà, ça c'est déjà 3 points pour l'équipe. C'est des points qui ne seront pas divisés éventuellement si vous êtes à plusieurs, etc. C'est des 3 points pour l'équipe. Bonus de 1 point au classement comme on l'a vu pour chaque investigateur, investigatrice engagé dans une mission. Ensuite, il y a 4 missions proposées et les différents traits sont répartis entre ces 4 missions. Voilà. Donc, à vous de voir, vous regardez votre investigateur, votre investigatrice et vous allez lire ce qui vous concerne. On va le faire ensemble pour ces premiers scénarios pour que vous compreniez bien tout ce qui se passe et éventuellement que je puisse expliquer certaines missions si elles ont besoin d'explications. Normalement, il vous suffit de lire. Donc, si votre investigateur a le trait principal béni, clairvoyant, crépuscule d'argent, croyant, maudit, rêveur ou sorcier. À peine mettez-vous un pied dans cette université que vous sentez les forces maléfiques qui s'y propagent. Seuls des rituels de protection permettront de limiter leur avancée. Chaque lieu gagne. Vous pouvez effectuer une action. Vous tentez d'effectuer un puissant rituel de protection. Vous testez, comme on l'a vu dans les exemples précédents, vous testez votre volonté à un test à des difficultés 4. En cas de réussite, vous placez une horreur sur votre lieu pour indiquer que vous avez accompli votre rituel. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, votre rituel est tellement puissant qu'il se propage. Pour chaque groupe de 3 points de réussite, ajoutez une horreur sur un lieu connexe de votre choix. Voilà. Là, typiquement, vous faites un test de volonté à 4. Plus vous réussissez, plus votre rituel se propage. Si vous réussissez par moins de 3, alors ça vous a coûté une action et vous protégez, vous mettez une horreur sur un lieu. Si vous réussissez par plus 3 sur 2 lieux, vous choisissez un lieu connexe, par plus 6, 2 lieux connexes, etc., etc. Donc, chaque fois que vous tentez de faire un sort de rituel, ça vous coûte une action et un test, mais si vous en réussissez un énormément, ça peut vous économiser des futures actions et de devoir refaire ces mêmes tests. Voilà. À la fin de la partie, vous apportez un point à votre équipe par lieu avec une horreur dessus. Il y a 9 lieux dans ce scénario, il y a 9 points possibles. Voilà. Donc, je le répète ici, je le remets, si vous êtes plusieurs dans l'équipe à avoir un de ces traits, chacune d'entre vous doit accomplir son propre rituel, hein, si vous êtes engagé dans la mission. Utilisez un autre type de marqueur pour indiquer sa réussite, ça permet d'éviter de se dire mais qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Ensuite, si vous avez le trait principal, agence, chasseur, détective, élu ou veilleur. Dans ce cas-là, vous essayez d'empêcher la monstruosité d'avancer. Alors, vous le lirez plus précisément, c'est un peu caché par la vidéo, mais peu importe. Donc, en gros, l'idée c'est d'arrêter l'ennemi, l'expérience, qui avance de lieu en lieu en même temps que l'intrigue. Vous verrez ça dans le scénario si vous ne l'avez jamais joué, évidemment. Je vous spoil un peu, mais d'arrêter l'expérience. Donc, si vous l'arrêtez
au labo d'alchimie. Pour l'arrêter, il faut la vaincre. Donc, si vous réussissez à la vaincre, au labo d'alchimie, vous apportez 9 points. Au bâtiment des sciences, vous apportez 7 points. La cour de l'université, 4 points. Et le bâtiment des étudiants, je crois que c'est le nom, ou la maison des étudiants, 1 point. Voilà. Et évidemment, si vous ne l'arrêtez pas, ça fait 0 point. Donc cela vous oblige à aller chercher la conclusion 3, vous verrez ça dans le scénario. Mais l'idée, c'est d'empêcher le Big Boss d'avancer. Voilà, ça c'est pour si vous avez le trait agence, chasseur, détective, élu, veilleur ou vétéran. Ensuite, on va passer aux 2 missions proposées suivantes pour les autres traits que je n'ai pas encore cités. Si votre investigateur ou votre investigatrice a le trait principal assistant, criminel, cultiste, entrepreneur, vagabond ou voyageur. Ce genre d'université élitiste vous a toujours mis mal à l'aise, hors de question d'y traîner plus longtemps que nécessaire. Pendant la partie, là c'est un jeu de rapidité. Pendant la partie, comptez le nombre de rounds que vous effectuez. Le round de départ et le dernier round comptent même s'ils ne sont pas effectués complètement. Si vous obtenez la conclusion 1, 2 ou 3 et que vous avez fini le scénario en 6 rounds ou moins, vous apportez 9 points à votre équipe. Entre 7 et 8 rounds, 7 points. Entre 9 et 10 rounds, 4 points. Entre 11 et 12 rounds, 1 point. Si vous finissez le scénario en plus de 12 rounds, ce sera 0 point. Voilà. Typiquement, arrêtez l'expérience si vous êtes en équipe et que vous jouez avec un assistant et un veilleur, par exemple, vous pouvez essayer de faire ces 2 missions en simultané, puisque l'assistant doit se dépêcher et le veilleur doit tuer l'expérience le plus vite possible. Donc normalement, vous allez essayer ensemble de réussir le scénario le plus rapidement possible, de vous dépêcher. Donc là, typiquement, c'est des missions qui peuvent bien aller ensemble. Voilà. Ensuite, il reste la dernière mission. Donc, celle-ci, si votre investigateur a le trait principal, artiste, érudit, interprète, médecin, miskatonique, mondain, municipal, reporter ou police, dans ce cas, pour vous, c'est votre université. Vous avez étudié ici, ou vous y travaillez, vous connaissez les lieux, les étudiants, le staff, vous êtes le ou la plus à même d'évacuer un maximum de monde. Votre mission va donc être d'évacuer des innocents et des innocentes. Durant la partie, appliquez ces modifications de règles. Lors de la mise en place, mettez en jeu, face non révélée, les lieux dortoirs, bureaux des enseignants, la version qui n'a pas été retirée de la partie évidemment, labo d'alchimie. Donc en gros, vous mettez tous les lieux en jeu au lieu d'en laisser 3 de côté pour l'instant. Évidemment, ils sont face non révélée, donc ça ne changera pas grand-chose au scénario. Ensuite, vous prenez 9 pions ressources et une à une, vous les placez sur un lieu au hasard. Vous tirez au hasard des lieux, vous vous débrouillez pour tirer des lieux au hasard, et vous placez des pions ressources sur ces lieux. Ces ressources représentent des innocents, des étudiants ou des membres du staff de l'université qu'il va vous falloir évacuer. Si vous êtes plusieurs investigateurs, investigatrices à vous engager dans cette même mission, à avoir des traits similaires et vous engager dans cette même mission, chacune place 9 pions au hasard. Voilà. Si donc vous avez 9 pions au hasard qui vont évidemment vous rapporter potentiellement chacun un point, donc 9 points maximum. Chaque lieu gagne pour une action, discussion. Vous tentez de convaincre les innocents présents de vous suivre. Testez votre compétence la plus faible. Donc, et vous faites un test à 0. Pour chaque point de réussite, l'une d'eux ou d'elles vous reconnaît et accepte de venir avec vous. Prenez le pion ressource sous votre contrôle, pas en tant que ressource évidemment, mais en tant que innocent que vous mettez sous votre contrôle, pour chaque point de réussite. Donc vous, si vous réussissez avec votre compétence la plus faible par plus 3 et que le hasard du tirage a fait que vous avez 3 innocents ou innocentes dans le même lieu, vous pouvez prendre les 3 sous votre contrôle. Si vous êtes plusieurs investigateurs, investigatrices engagés dans cette même mission, vous pouvez prendre sous votre contrôle indifféremment les pions ressources que l'une ou l'autre a placés. Voilà, si vous êtes deux à avoir le même trait et que vous placez 18 pions ressources au début, évidemment, on ne va pas commencer à dire non, ça c'est mes innocents, ça c'est les tiens, etc. Ce sont les innocents de tout le monde, il faut tous les sauver. La cour de l'université gagne pour une action rapide
Vous accompagnez une innocente jusqu'à la sortie du campus, il est sauvé, mettez-le de côté hors jeu. Voilà. Vous pouvez soit les garder sous votre contrôle, soit les sauver via le lieu central, en une action rapide. Ça ne vous coûte rien, ça permet juste de, au cas où vous êtes vaincu pendant le scénario, de les avoir quand même sauvés. Parce que si vous êtes vaincu pendant le scénario, tous les innocents sont tués en même temps que vous. Donc, protégez-les, évacuez-les, et ne prenez pas le risque de les garder avec vous, ou en garder trop avec vous sous votre contrôle, si vous n'êtes pas sûr d'aller au bout du scénario en vie. Voilà. Autre petite règle, tous les ennemis, chaque ennemi, pendant la phase des ennemis, pardon, chaque ennemi redressé tue un ou une innocente qui n'est pas sous le contrôle d'un ou d'une investigatrice ou d'un investigateur. Et là, on remet le pion ressources dans la réserve. Donc, en gros, si vous n'êtes pas là pour les protéger, ou si vous êtes là mais qu'ils ne sont pas sous votre contrôle, les ennemis s'attaquent à eux et les tuent. Donc attention, parce qu'il va falloir aller les récupérer, mais il va falloir aller les récupérer suffisamment avant qu'ils ne se fassent tuer par les ennemis. Toujours en face des ennemis et des ennemis redressés. À la fin de la partie, chaque pion ressource mis de côté hors jeu ou sous votre contrôle vous apporte un point à l'équipe. Et évidemment, pas vos ressources à vous, qui sont dans votre réserve de ressources, mais vraiment ceux qui représentent les ressources qui représentent des innocents ou des innocentes. Voilà. Donc, c'est un ensemble de petites règles qui sont ajoutées, de modifications qui sont ajoutées. Ceci étant dit, il s'agit de suivre l'histoire. Suivez le fluff, c'est vraiment ça le mot d'ordre de cette campagne. Suivez le fluff de cette saison, pardon. Suivez le fluff de votre trait. Vous êtes là pour sauver des étudiants, du staff. Vous devez leur parler pour les convaincre de vous suivre, pour qu'ils vous fassent confiance, qu'ils vous reconnaissent, parce que normalement vous traînez dans l'université, soit parce que vous y étudiez, soit parce que vous y avez étudié, soit parce que vous y travaillez, etc. Donc vous y allez, vous essayez de les convaincre, de vous suivre et de les convaincre, de vous laisser les accompagner jusqu'à la sortie en vie. Voilà. Et en attendant, ils sont complètement pétrifiés dans les différents lieux de ce scénario, et dès qu'un ennemi arrive, ils se font flinguer. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous suivez l'histoire et tout d'un coup, l'ensemble de ces petites règles font du sens, ne vous inquiétez pas. Voilà pour le scénario 1A, activité extrascolaire. On va pouvoir passer au scénario 1B, la banque gagne toujours. La banque gagne toujours. Alors, en plus du barème, il y a une petite modification de mise en place pour ce scénario. Si votre investigatrice a comme trait principal chasseur, entrepreneur, mondain, vétéran, vous avez vos habitudes, vous commencez la partie dans le bar du club du trèfle, plutôt que dans le lieu de départ. Voilà. Et la première action de votre premier tour doit être d'activer la capacité qui est sur le lieu, à savoir de boire un verre. Voilà. Donc, si vous êtes chasseur, entrepreneur, mondain ou vétéran, vous allez directement au bar boire un verre. Si vous jouez avec la carte bien équipée, petite précision, qui vous enlève les 3 actions de votre premier tour, alors dans ce cas-là, c'est la première action de votre deuxième tour qui doit être de boire un verre. Et si vous n'avez pas assez de ressources, parce qu'un verre, ça se paye, si vous n'avez pas assez de ressources, et bien dans ce cas, vous devez dépenser une action supplémentaire pour pouvoir boire un verre. Ensuite, le barème général. Bonus de 3 points au classement pour l'équipe si vous obtenez la conclusion 2 ou 3. Bonus de 1 point au classement, comme on l'a déjà vu, comme d'habitude, pour chaque investigatrice engagée dans une mission. Ensuite, les différentes missions qui sont au nombre de 4, comme pour le scénario précédent. Si votre investigatrice a le trait principal béni, clairvoyant, croyant, élu, érudit, maudit, médecin, miskatonique, municipal ou police, ce lieu de débauche et de perversion vous répugne, vous souhaitez partir d'ici le plus rapidement possible. Là aussi, ça va être une course à essayer de finir le plus rapidement possible le scénario. Alors, comme vous pouvez le voir, on remarque, petite remarque, ce ne sont pas les mêmes qui vont devoir se dépêcher sur ce scénario-ci et dans le scénario précédent.
évidemment. Voilà, l'idée, ce n'est pas de faire que si vous choisissez un trait, vous allez devoir vous dépêcher sur tous les scénarios. Voilà, il n'y aura pas toujours d'ailleurs des missions des missions proposées qui demandent aux investigateurs et investigatrices de finir en un nombre de rondes maximum, pardon. Mais voilà, en tout cas, là, c'est sur ces deux scénarios-ci, ça fait partie des missions proposées, mais ce ne sont pas les mêmes investigateurs et investigatrices qui devront accomplir ces missions. Et vous pouvez aussi remarquer que il y a eu un mélange un peu entre les différents traits. Ce ne sont pas les mêmes groupes de traits à qui sont proposées les mêmes missions. Évidemment, Benny et Croyant avaient la même mission au scénario précédent, si je ne m'abuse, et ont la même mission ici, mais bon, Benny et Croyant, ça risque d'arriver régulièrement, puisque ce sont quand même des personnages très similaires, voire il y en a qui ont le trait Benny plus le trait Croyant. Voilà. En revanche, Benny et Police n'avaient pas la même mission proposée lors du dernier scénario, et là c'est le cas. Donc voilà, vraiment pour insister sur le fait que le trait de votre investigateur, de votre investigatrice va vraiment vous permettre une expérience différente de la saison que n'importe quel autre personnage que vous aurez choisi, n'importe quel autre trait que vous auriez choisi. Donc, vous devez vous dépêcher de finir ce scénario si vous avez un de ces traits. Comme d'habitude, le round de départ et le dernier round comptent même s'ils ne sont pas effectués entièrement. Si vous obtenez la conclusion 1, donc qui ne fait pas partie des conclusions qui apportent 3 points au classement, donc une conclusion un peu moins bonne que la conclusion 2 et la conclusion 3. Si vous obtenez la conclusion 1 et que vous avez fini le scénario en 6 rounds, vous apportez, 6 rounds ou moins évidemment, vous apportez 7 points à votre équipe. Si vous finissez entre 7 et 8 rounds, vous apportez 4 points, 9 et 10 rounds, 1 point, et plus 0 point. Si en revanche vous obtenez la conclusion 2 ou 3 et que vous avez fini le scénario en 6 rounds ou moins, vous apportez 10 points à votre équipe. Donc en plus des 3 points au classement pour l'équipe. Hein. En gros, pour avoir la conclusion 2 ou 3, ça vous demande de faire quelque chose de supplémentaire qui devrait vous faire perdre du temps. Donc l'idée c'est de ne pas vous pénaliser, voire de vraiment vous donner encore plus de points si vous arrivez à faire tout ça rapidement. Donc 10 points à l'équipe si c'est 6 rounds en moins, 7 points si c'est 7 ou 8 rounds, 4 points pour 9 et 10 rounds, et je crois qu'on ne le voit pas, c'est derrière ma tête, mais 1 point si vous finissez entre 11 et 12 rounds. Voilà. Donc si vous accomplissez, si vous obtenez la conclusion 2 ou 3, vous pouvez quand même marquer un point même si vous faites 11 ou 12 rounds. Ensuite, les autres missions qui sont proposées aux autres investigateurs, investigatrices. Si votre investigateur, investigatrice a le trait principal, artiste, assistant, entrepreneur, rêveur, vagabond, vétéran, voyageur, vous vous dites que vous n'êtes pas là pour ça, mais un peu d'argent ne vous ferait pas de mal. Donc, quand vous activez la capacité, l'action du lieu, salle de jeu du club du trèfle, une action qui vous permet de jouer à la roulette, au lieu de dépenser 2 ressources, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main. Donc vous pouvez dépenser 2 ressources, comme c'est indiqué sur le lieu, ou défausser 2 cartes de votre main. Voilà. Je ne voulais pas favoriser uniquement les decks qui ont beaucoup de ressources. Si vous révélez un nombre pair, ou un Elder Sign, un signe des anciens, vous pouvez décider de ne pas gagner les 2 indices qui vous sont normalement attribués, mais en revanche d'apporter 2 points à votre équipe à la place, avec un maximum de 10 points en tout sur le scénario. Donc voilà, vous ne prenez pas les indices, et en échange vous gagnez des points au classement, mais pour ça il faut tirer les bons jetons, c'est le hasard qui en décidera aussi. Ensuite, si votre investigateur, investigatrice a le trait principal chasseur, crépuscule d'argent, criminel, cultiste, mondain ou sorcier, vous voulez garder de bonnes relations avec le monde de la nuit. Hors de question de laisser ces criminels à leur sort face à ces abominations. Là, l'idée, c'est d'aider les criminels à s'enfuir. Donc, durant la partie, appliquez ces modifications de règles. Vous ne pouvez pas engager ou infliger de dégâts aux ennemis criminels non faiblesse, et ils ne peuvent pas vous engager ou vous infliger de dégâts ou d'horreur. Donc ils peuvent engager et infliger des dégâts, ou se faire engager et se faire infliger des dégâts par les autres investigateurs, autres investigatrices de la partie, mais pas par vous.
Donc vous ne pouvez pas les engager, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas non plus les esquiver, en tout cas pas en les engageant, euh, pour les autres. Voilà. Si vous arrivez à les esquiver avec des cartes spéciales qui vous permettent d'esquiver sans engager, ça peut fonctionner. Chaque ennemi criminel que vous piochez, uniquement vous, gagne renfort. Et chaque traîtrise pourchassée qui fait partie du même set des criminels gagne aussi renfort, qu'il y ait des ennemis criminels non engagés en jeu ou non. Ça, faut voir ce qui est écrit sur la carte pourchassée pour comprendre. Voilà, donc en tout cas, les ennemis criminels ne peuvent pas vous attaquer, mais ne vous croyez pas sauvé pour autant, puisque ils gagnent renfort, donc vous piochez de toute façon une autre carte de rencontre. La capacité forcée de l'intrigue 3A est remplacée par, au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel et chaque investigateur, investigatrice qui a le trait chasseur, crépuscule d'argent, criminel, cultiste, mondain ou sorcier, et qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Dans le scénario original, uniquement les ennemis criminels étaient défaussés s'ils étaient dans le même lieu qu'un ennemi d'abomination au début de la phase des ennemis. Là, vous aussi, vous risquez d'être défaussé si vous traînez trop là. Pas les autres investigateurs, les autres investigatrices, uniquement vous. Donc, soit il faut vaincre rapidement les abominations, soit il faut les fuir comme la peste. Vous remarquerez que même si ces ennemis abominations sont inclinés, ça ne change pas. Vous pouvez les esquiver, cela ne change pas. Vous serez défaussé. Si votre investigateur ou votre investigatrice est défaussé, vous êtes considéré vaincu, sans trauma, ni physique ni mental, mais vous êtes considéré comme vaincu. Si vous êtes à l'intrigue 3A, chaque ennemi criminel non faiblesse gagne pour une action, discussion, vous tentez de le convaincre de fuir et de fuir ces monstres, plutôt que de les affronter. Donc vous pouvez tester n'importe quelle compétence à 4 de difficulté. En cas de réussite, l'ennemi gagne le mot-clé patrouille. Le mot-clé patrouille, c'est un peu comme le mot-clé chasseur, sauf qu'au lieu de vous suivre vous, le mot-clé patrouille définit un lieu vers lequel l'ennemi se déplace. Donc si vous réussissez à le convaincre, si vous discutez avec lui et que vous réussissez à le convaincre de fuir, dans ce cas-là, il gagne le mot-clé patrouille vers la ruelle. Donc ça veut dire qu'à chaque début de phase des ennemis, il se déplace d'un lieu vers la ruelle pour essayer de fuir. En cas de réussite, donc voilà, vous pouvez déclencher cette capacité uniquement si votre trait principal fait partie des traits de cette mission, à savoir chasseur, crépuscule d'argent, criminel, cultiste, mondain ou sorcier. Chaque ennemi criminel à la fin d'un round qui se trouve dans la ruelle est sauvé, mettez-le de côté hors jeu. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de les sauver. Là aussi, alors évidemment, ils ne peuvent se déplacer vers la ruelle que si la ruelle est révélée, puisque sinon vous ne savez pas où est la ruelle. Ou alors, non, pardon, que si la ruelle est en jeu, pas nécessairement révélée, que si la ruelle est en jeu. Voilà. Donc là aussi, plein de petites règles supplémentaires de scénario. Ça peut paraître compliqué, mais encore une fois, référez-vous au fluff de ce qui vous est proposé, de la mission qui vous est proposée. Vous voulez essayer de sauver des ennemis, ce sont des gens, des contacts à vous, des relations, des gens avec qui vous vous entendez, avec qui vous ne voulez pas vous taper, donc vous ne pouvez pas les taper, vous ne pouvez pas les engager, ils ne s'inquiètent pas que vous soyez là dans le club du trèfle, et ils vont et vous allez devoir les aider à s'enfuir. Voilà, c'est tout. Vous devez leur parler pour les aider à s'enfuir et espérer qu'ils atteignent la ruelle avant de se faire tuer par une abomination ou avant que le scénario ne se termine. À la fin de la partie, chaque ennemi criminel mis de côté, pour chaque ennemi criminel mis de côté, vous apportez 2 points à votre équipe. Si vous êtes plusieurs à avoir un de ces traits et à être engagés dans cette mission, alors vous rapportez chacune 2 points par ennemi criminel mis de côté. Voilà. Là, typiquement, ce sera plus facile si vous êtes 2 à avoir le même trait ou 2 à avoir des traits qui sont dans cette mission-ci, puisque
il y a un nombre limité d'ennemis criminels, ennemis criminels non faiblesse, je précise évidemment. Il y a un nombre limité d'ennemis criminels non faiblesse dans le jeu, à savoir dans cette partie, pardon, dans ce scénario, à savoir 5. Donc il y a un maximum de 10 points à marquer, et puis si l'un de vous en sauve un, et que vous êtes tous les deux engagés dans la mission, vous marquez tous les deux des points. Donc voilà, parfois il y aura des petites facilités à avoir le même trait ou avoir des traits qui sont engagés dans la même mission, et parfois, non, il faudra accomplir, comme le scénario précédent, les sorciers et les crépuscules d'argent devaient toutes accomplir le rituel. Voilà. Enfin, passons à la dernière mission qui est proposée cette fois-ci aux traits principaux: agence, détective, interprète, reporter et veilleur. Vous avez réussi à vous faire embaucher au Club du Trèfle en tant que musicien ou musicienne, croupier, croupière, videur, videuse ou en service au bar pour mener votre enquête. Vous êtes ici incognito, il va falloir garder votre couverture intacte. Donc durant la partie, appliquez ces modifications de règles. Vous pouvez commencer la partie au choix dans le bar du Club du Trèfle, le lounge du Club du Trèfle ou dans la salle de jeu du Club du Trèfle. Ajoutez un indice dans chacun de ces lieux. Donc plutôt que de commencer dans la Bella Luna, puisque vous travaillez, vous avez réussi à vous faire embaucher, vous travaillez déjà dans le Club du Trèfle. Donc vous pouvez commencer au bar, dans le lounge ou dans la salle de jeu. Et vous ajoutez un indice à chacun de ces lieux, donc 3 indices. Si vous êtes plusieurs à avoir un trait similaire à avoir cette même mission, vous ajoutez chacune un indice dans chacun de ces lieux. En revanche, vous ajoutez des indices, mais vous ne pouvez pas activer les capacités des lieux. Et évidemment, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas jouer, et vous ne pouvez pas défausser un allié ou aller discuter dans le lounge. Vous êtes au travail, vous ne voulez pas vous faire repérer, il est hors de question que vous activiez les capacités qui sont sur les lieux. Pendant toute la partie, à la fin de chacun de vos tours, effectuez un test de la compétence de votre choix. À la fin de chacun de vos tours, un test de la compétence de votre choix. La difficulté de ce test est de 4. Si vous échouez, placez un pion fatalité sur votre investigateur-investigatrice en tant que niveau d'alarme. Ça ne compte pas comme une fatalité dans le décompte des fatalités ou pour tout autre effet de carte. Si vous avez joué au dévoreur de rêves, ça vous rappellera un scénario des dévoreurs de rêves où c'est pareil, il y a un niveau d'alarme en dessous duquel vous vous faites ou non repérer. Vous voyez un niveau d'alarme qui, plus il augmente, plus vous avez de chances de vous faire repérer par les ennemis. Là, c'est similaire. L'idée, c'est à chaque fin de round, vous faites un test de difficulté 4 et vous montez, si vous échouez, votre niveau d'alarme de 1. Si vous êtes vaincu, augmentez votre niveau d'alarme de 4. Donc mourir en début de partie ne vous sauvera pas. À la fin de la partie, si votre niveau d'alarme est de 0, vous apportez 10 points à votre équipe. Si c'est de 1 ou 2, vous apportez 8 points à votre équipe. De 3 ou 4, vous apportez 6 points. 5 ou 6, 4 points. 6 ou 7, 2 points. Si pendant la partie, votre niveau d'alarme atteint 8, allez chercher dans le deck de rencontre et dans la pile de défausse du deck de rencontre tous les ennemis criminels et mettez-les en jeu engagés avec vous. Voilà. Donc, si vous ratez tous ces tests à la fin de chacun de vos tours, vous risquez d'attirer tellement l'attention que tous les ennemis viennent sur vous. Voilà. Là aussi, on est dans du fluff, il suffit de se référer à l'histoire que ça raconte. Vous êtes ici incognito, vous voulez pas vous faire repérer. Vous pouvez donc pas jouer dans la salle de jeu et pas boire, etc. Vous devez donc trouver les indices autrement, à savoir, comme vous avez mis les indices sur les lieux, vous pouvez enquêter, tout simplement. Et ensuite, vous devez vous assurer que votre couverture reste intacte et que les ennemis ne vous soupçonnent pas de faire autre chose que votre travail. Donc, vous testez à chaque fin de tour la compétence de votre choix. Voilà, et vous augmentez ou non votre niveau d'alarme. Voilà pour ces 2 premiers scénarios, j'espère que tout a été clair. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions dans le Discord ou ici dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre.
Ces deux scénarios, comme les autres d'ailleurs, enfin, ont été testés. Ne vous inquiétez pas, toutes ces missions sont possibles. J'espère juste qu'elles vous amuseront. Elles ne sont pas toujours équitables ou équilibrées, puisque certaines sont plus tendance à être liées au hasard que d'autres, mais peu importe. De toute façon, vous avez le choix de vous engager ou non dedans. Alors, évidemment, c'est surtout si vous jouez en équipe. Mais voilà, l'idée pour moi, c'est plus d'essayer avec cette saison d'aller jouer à la surprise, d'aller jouer les différentes missions, d'aller jouer plein de choses, plutôt que de me demander est-ce que l'équilibre est parfait entre tous les investigateurs et investigatrices possibles. Il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a qui sont complètement cheatés, et il y a des cartes qui sont complètement cheatées, et d'autres qui sont beaucoup plus équilibrées. Voilà, c'est plus de rester dans cet esprit-là. Voilà, quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous choisissez, vous n'avez le barème que ces deux premiers scénarios. Donc vous n'êtes pas certain ou certaine que les prochains scénarios seront plus cléments, même si jamais vous trouvez que les missions qui vous sont proposées pour l'instant sont simples ou difficiles, cela peut changer par la suite. Voilà. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui va être assez rapide. Je vous promets, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Dernière partie de cette vidéo qui va parler de l'héritage de votre trait. Qu'est-ce que c'est que l'héritage de votre trait? Le trait principal de votre investigateur ou investigatrice ne définit pas seulement ses missions. Ce trait, il ou elle l'a depuis presque toujours, c'est son héritage. Cela définit son passé, influence son caractère et sa manière d'agir, et lui a permis d'acquérir certaines compétences qu'il ou elle peut aujourd'hui utiliser dans ses missions. Mais attention, cet héritage a un coût. L'idée, là, c'est uniquement de jouer le fluff des traits de vos investigateurs et investigatrices. C'est tout. J'ai imaginé une capacité pour chaque trait qui peut être déclenchée en fonction, déclenchée si vous le désirez. Tout ça est optionnel. Si vous le désirez, vous pouvez déclencher la capacité qui est liée à votre personnage, à votre trait principal. Voilà, donc à chaque fois c'est optionnel, parfois c'est judicieux de les déclencher, souvent c'est en début de scénario, parfois c'est pas judicieux, en revanche ce sera toujours fluff de les déclencher. Je ne vais pas vous lire tous les traits, toutes les missions, il y a 28 traits différents, 29 traits, donc ça veut dire qu'il y a 29 missions, enfin pardon, 29 capacités différentes que j'ai dû inventer. Donc je vais pas tous les lire, vous irez voir chacune le trait ou les traits qui peuvent vous intéresser si vous hésitez entre plusieurs investigateurs, investigatrices. Voilà. On peut en prendre un exemple ou deux. Par exemple, allez, on va aller prendre au hasard un trait. Par exemple, le trait chasseur, à la poursuite de votre baleine blanche. Voilà. Lorsque la partie débute, vous pouvez aller chercher dans votre collection un sombre rejeton acharné et le mettre en jeu dans le lieu le plus éloigné de vous. Le sombre rejeton acharné, il fait partie de la boîte de base. C'est un des ennemis de la boîte de base, un gros ennemi de la boîte de base. Cet ennemi gagne élusive. Alors, élusive, j'ai pas la traduction en français encore, mais c'est une capacité qui, si un ennemi redressé avec le mot-clé élusive attaque ou est attaqué, après la résolution de cette attaque, cet ennemi se désengage immédiatement de tous les investigateurs et investigatrices et se déplace dans un lieu connexe, sans investigateur ou investigatrice si possible, puis s'incline. Cet effet se déclenche que l'ennemi soit engagé avec l'investigateur investigatrice qui attaque ou non. Bon, en gros, l'ennemi vous fuit. Voilà. L'idée, c'est que vous générez, lorsque la partie débute, vous pouvez générer un ennemi que vous mettez le plus loin possible de vous, dans le lieu le plus loin possible. Vous générez un gros ennemi qui est votre baleine blanche que vous chassez inlassablement et que vous n'arrivez jamais à complètement attraper. Ensuite, après avoir généré cet ennemi, allez chercher dans votre deck une arme et jouez-la sans payer son coût en ressources. Donc en échange d'avoir généré cet ennemi, vous démarrez la partie avec une arme, n'importe quelle arme, de votre deck en jeu, sans en payer son coût. C'est à la fois très fort et ça peut être
très compliqué parce que cet ennemi, il va falloir aller le chercher. Si le sombre rejeton acharné est toujours en jeu à la fin de la partie, vous subissez un trauma mental. Donc, il va falloir aller le chercher. Pour Zoé, attention, qui a déjà une faiblesse qui ressemble, vous pourriez subir 2 traumas mentaux dans le même scénario. Donc attention. Voilà, typiquement, certains scénarios, ça vaut le coup de déclencher cette capacité. Certains scénarios, vous n'aurez peut-être pas envie de la déclencher. Peut-être que vous n'aurez jamais envie de la déclencher, mais rappelez-vous que commencer, surtout plus vous avancez dans les XP, plus vos armes sont puissantes, plus aller la chercher et commencer la partie avec sera intéressant pour vous. Voilà. On peut prendre aussi un autre exemple. Alors, c'est pas toujours pour reprendre Zoé, mais au moins c'est un exemple facile. Si vous êtes croyant, lorsque la partie débute, vous pouvez ajouter un jeton échec automatique à la réserve du chaos. Ensuite, ajouter un jeton signe des anciens à la réserve du chaos. Voilà. Ça, c'est très simple. Vous pouvez décider de le faire ou non. Je pense que vos coéquipiers finiront par vous maudire si vous le faites, mais peu importe. Là aussi, on est dans le fluff. Vous êtes croyant, ayez la foi. Ayez foi en le fait que vous allez piocher plus de fois le jeton signe des anciens que le jeton échec automatique. Voilà. Est-ce qu'on en prend un autre Alors, très simple. Un autre simple. Voilà, par exemple les miskatoniques, parce qu'il y en a plein quand même. Donc, au-delà du cocon de l'université, la mort vous attend. Lorsque votre premier tour débute, vous pouvez aller chercher dans le deck rencontre ou dans votre collection un exemplaire de la traîtrise au-delà du voile du set de rencontre sorcellerie, cette traîtrise tant redoutée. Mettez-la en jeu dans votre zone de menace, puis jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources. Voilà. Là, typiquement, c'est pour forcer un peu les joueurs et les joueuses qui jouent Miskatonic à ne pas nécessairement jouer le fait de piocher à l'infini votre deck, puisque vous commencez avec la traîtrise au-delà du voile en jeu, une traîtrise qui vous met 10 dégâts si vous arrivez à la fin de votre deck. Évidemment, il y a des moyens de contourner cette traîtrise, d'annuler cet effet avec annuler l'existence, etc. Donc, c'est pas la mort assurée que de jouer, que de déclencher cette capacité, mais c'est une difficulté supplémentaire, et en échange, vous pouvez poser par exemple un Dr Milan gratuitement, sans action, sans payer le coût en ressources. Donc là aussi, c'est pareil, ça peut vraiment valoir le coup. Ça dépend de votre deck, ça dépend de votre main de départ. Parfois, vous l'utiliserez, et parfois non. Seul petit point sur lequel je voulais absolument revenir lors de l'héritage de ces traits, c'est le trait réplique, qui est uniquement sur l'investigatrice, investigateur, que sais-je, sujet 5U21. Voilà, puisque pour le coup, son effet n'est pas un effet que vous pouvez déclencher, c'est un effet forcé, puisque cet effet dit que, avant de piocher votre main de départ et de faire la mise en place du scénario, tirez au hasard un autre trait parmi les traits des autres investigateurs investigatrices de votre collection. Vous répliquez ce trait. Pour le reste de la partie, jouez comme si vous aviez le trait de cet investigateur ou de cette investigatrice. Et donc, vous avez la mission proposée pour ce trait, et vous déclenchez ou non sa capacité. Voilà, là aussi, vous décidez ou non de déclencher la capacité héritage de votre trait. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes obligé d'aller chercher un trait de manière aléatoire qui sera votre trait pour ce scénario. Je vous laisserai lire donc les différentes missions possibles. Il y en a pour tous les traits. Si vous avez des questions sur l'ensemble de ces traits, l'ensemble de ces missions, l'ensemble de ces héritages, n'hésitez pas à me les poser et je les intégrerai dans la FAQ qui est pour l'instant assez petite, mais qui va s'étoffer au fur et à mesure de vos questions, au fur et à mesure de la compétition. J'espère pas trop, j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions parce que j'aurais été assez clair depuis le début, mais si jamais je ne le suis pas, aucun souci, posez-moi vos questions. Et si c'est des questions qui deviennent récurrentes entre vous toutes, vous tous, je les intégrerai à cette FAQ pour que vous n'ayez plus à me les poser. Voilà.
J'espère que l'ensemble de la présentation de cette nouvelle saison vous excite un peu, que vous avez envie d'y participer, que vous avez même envie d'y participer dans plusieurs catégories. Euh, et, hum, et j'ai hâte qu'on puisse commencer. Euh, Vous avez jusqu'au 17 mars minuit pour vous inscrire, choisir votre investigateur, votre investigatrice, choisir un trait principal si votre investigateur, investigatrice a plusieurs traits, et, euh, et ensuite, à partir du 18 mars, vous pourrez commencer à jouer les scénarios 1A et 1B de la campagne L'héritage de Dunwich. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour le début de la compétition.